Peut-être que vous faites partie de ceux qui pensent que des candidats comme Nicolas de la saison 2 ou Patrick de la saison 9 font partie des meilleurs stratèges du jeu. Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous aurai peut-être convaincu que c'est pas forcément le cas. Parce qu'à la base du jeu, il y a un paradoxe. Justement, le paradoxe de koh Lanta, c'est quoi? Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui pour moi est le plus important dans le jeu, ce qui est à la base du jeu. S'il y a une vidéo à voir, c'est celle-là, vous êtes au bon endroit. On va parler de ce que j'ai choisi d'appeler le paradoxe de koh Lanta. Alors, ce fameux paradoxe, qu'est-ce que c'est? Vous aurez remarqué que koh Lanta est un jeu stratégique. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est un jeu stratégique dans lequel utiliser la stratégie va nous faire jouir d'une mauvaise réputation. C'est quand même bizarre ça. C'est un peu comme si on reprochait à un joueur de poker d'essayer de deviner les cartes de son adversaire. Ça paraît complètement absurde comme critique. Bien sûr qu'il va essayer de faire ça. Pourtant, c'est une critique qu'on retrouve très souvent dans koh Lanta. Comment on explique ça? Personnellement, j'y vois deux raisons. Une qui va mentionner l'énéagramme et une qui va mentionner la spirale dynamique. Déjà, on a un casting qui va être globalement centré dans le niveau d'existence bleu. Le niveau d'existence bleu, ce sont les valeurs de sacrifice et d'intégrité. Et deuxièmement, on est français et la culture française dans l'énéagramme, elle est typée en 4. Centre émotionnel préféré vers l'intérieur, c'est-à-dire globalement une culture qui va favoriser l'aventure humaine, dans laquelle donc l'aventure humaine va être plus importante que la victoire finale. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander comment on fait alors pour résoudre ce paradoxe? Eh bien, quand on est confronté à ça, la meilleure stratégie, ça resterait encore de ne pas faire de stratégie. Le problème de ce que je viens de dire, c'est que c'est utopique. C'est une stratégie qui pourra s'appliquer que dans une situation idéale. Par exemple, quand on arrive dans l'alliance majoritaire à la réunification. Mais des fois, on n'a pas le contexte en sa faveur. On se retrouve dans une posture délicate. À ce moment-là, bien sûr qu'il va falloir dégainer la stratégie. Mais c'est vraiment le dernier recours. Quand on est dans une impasse en fait. Personnellement, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est de comparer la stratégie à un bâton ensorcelé. Un bâton maudit en fait. Il va nous aider au moment présent, mais il nous apportera du malheur dans le futur. Donc, tant qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Mais bien sûr, si on est dans la merde, il vaut mieux l'utiliser que de se laisser mourir. Vaut mieux terminer deuxième en ayant été stratège que 8e ou 9e dans l'anonymat en n'ayant rien fait pour se sauver. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie doit s'imposer d'elle-même. Ça va être le cas d'un contexte défavorable ou d'un casting très compétent. Je vais prendre ces deux points et je vais vous donner des exemples. Je vous donne un exemple de contexte défavorable. Alors, contexte défavorable dans l'optique de la victoire finale, j'entends bien. Au-delà de l'exemple que j'ai déjà cité tout à l'heure, on arrive à la réunification dans la merde. C'est de moins en moins le cas, parce que maintenant il y a des swaps, il y a des trucs intéressants qui font redistribuer les cartes. Mais par exemple, imaginez la situation où vous êtes dans koh Lanta, vous êtes plus que 5, donc très proche de la finale à 4, et imaginons que dans les 5, il y a un candidat qui a un énorme profil de gagnant et qui a priori va être bon sur l'orientation et sur les poteaux. Eh bien, dans ce contexte-là, ça peut être une bonne idée d'utiliser la stratégie ou pas, parce que en fait, ça dépend de l'entièreté de la situation. Et après, c'est du cas par cas en fait. Mais potentiellement, voilà une situation où la stratégie peut s'avérer utile. Ensuite, comme j'ai dit, la stratégie peut aussi s'utiliser
si le casting est très compétent. Je vous donne un exemple. Dans une saison All-Star, théoriquement, je dis bien théoriquement, la conscience stratégique des participants va être plus élevée. Et donc il est normal et même nécessaire d'utiliser la stratégie. Mais je ferai une vidéo pour expliquer les différences entre les saisons anonymes et les All-Stars. Alors, bien souvent quand même, et même dans les saisons anonymes, le niveau va être suffisamment fort pour qu'utiliser des stratégies défensives soit une nécessité. Des stratégies défensives, c'est le fait de s'insérer dans des alliances. Et Dieu merci, encore heureux, j'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait une saison où le niveau stratégique serait tellement bas que personne ferait d'alliance. Ça paraît impossible. Mais par contre, souvent, le niveau n'est pas assez fort pour qu'utiliser des stratégies offensives nous apporte du bénéfice. Donc des stratégies offensives, par exemple, c'est le fait d'orienter les votes pour éliminer telle ou telle personne. Donc la conclusion à retenir, c'est que dans la majorité des cas, il faudra être suffisamment stratège pour comprendre qu'il ne faut pas être stratège. Ça, c'est le premier point fondamental de la stratégie dans koh Lanta. C'est important de comprendre ça parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est être stratège? C'est être dans le calcul pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Je vous donne la définition exacte de la stratégie que nous donne la théorie des jeux. La stratégie, c'est un plan d'action spécifiant l'ensemble des décisions que doit prendre le joueur au cours du jeu. Un bon stratège, ce serait quelqu'un qui a une bonne vision du jeu, grâce à laquelle il établirait un plan d'action qui serait efficace, c'est-à-dire un plan d'action qui lui permettrait d'augmenter le plus possible ses chances de gagner. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, parmi les meilleurs stratèges du jeu, on va souvent citer des Nicolas saison 2 ou des Patrick saison 9. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, vous trouvez pas? On a dit qu'un bon stratège, c'était quelqu'un qui augmentait le plus possible ses chances de gagner. Et les personnes que je viens de citer, elles ont terminé deuxième. Qui plus est derrière des personnes qui n'étaient pas très stratégiques. Alors, on a vu que c'était à cause du retour de bâton. Mais on peut essayer d'aller encore plus loin. Comment ça se fait qu'ils se sont pris un retour de bâton? Est-ce que c'est à cause du jury final qui n'a pas récompensé la stratégie parce qu'ils ne comprenaient pas le jeu ou qu'ils avaient une mauvaise vision du jeu? C'est compliqué de dire ça. On ne peut pas en vouloir aux gens d'être comme ils sont. C'est plutôt à nous de faire avec. Et en réalité, c'est même l'inverse. Ça devrait être une bonne chose d'avoir des concurrents qui ont une mauvaise vision stratégique du jeu. Si je fais un parallèle, imaginez par exemple que je joue aux échecs contre quelqu'un qui connaît très peu le jeu, qui connaît à peine les règles. Contre cette personne-là, forcément, je vais avoir beaucoup plus de chances de gagner que si je joue contre quelqu'un qui connaît très bien le jeu, très bien les règles du jeu. C'est logique. Donc plutôt que d'aller chercher des explications ailleurs, on peut essayer de chercher une explication chez soi. Même si c'est vrai que koh Lanta est un système avec des paramètres incontrôlables, il y a toujours des explications internes pour expliquer une défaite. L'explication interne qui est couramment donnée dans la communauté, c'est de rappeler que koh Lanta est avant tout un jeu social. Et que, par exemple, comme Amel était meilleur socialement que Nicolas, c'est pour ça qu'Amel a gagné. Un peu facile comme réponse, non? D'autant que si on y réfléchit vraiment à deux fois, ça résout pas notre problème. On serait obligé de parler du social pour expliquer une faiblesse de la stratégie. Déjà, une faiblesse de la stratégie, ça n'a pas de sens. La stratégie, ça ne peut être qu'une aide, c'est qu'un bonus. C'est ce qui va nous apporter une bonne vision du jeu. Quelqu'un qui serait vraiment bon stratégiquement, ce serait quelqu'un qui comprendrait justement que koh Lanta est un jeu social et par conséquent, il s'adapterait pour faire exprès d'être bon socialement. Au stade où on en est dans notre réflexion, il va falloir creuser un petit peu plus pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière le mot stratégie. Et on va voir que ça recouvre deux choses complètement différentes. Dans la stratégie, on a deux sous-catégories. Il va y avoir ce qu'on va appeler les moves et il va y avoir la gestion de l'image.
La première sous-catégorie, les moves, ça représente la capacité à contrôler le jeu, à faire des alliances, à orienter des votes par exemple. Et la gestion de l'image, ça représente la capacité à connaître son image perçue et à tendre à l'améliorer. C'est un découpage qui peut aussi fonctionner en fonction des échelles. On peut raisonner par échelle. Les moves, ça va être utile sur le court et le moyen terme. En fait, faire des moves, ça permet d'avoir plus de chances d'arriver en finale. Et la gestion de l'image, ça a une utilité sur le court et moyen terme aussi, mais surtout sur le long terme, pour avoir le jury final dans sa poche. La première catégorie, les moves, elle est assez intuitive. On y pense forcément. D'ailleurs, dans le langage courant, quand on pense à la stratégie, on pense à ça. Et même en fait, ça ne désigne que ça. La stratégie est synonyme de move. Et la deuxième catégorie, elle est souvent imputée sur le dos du social. Et c'est là que moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le problème, il vient de la confusion qu'on fait entre la gestion de l'image et l'image en elle-même. C'est pas pareil. Notre image, elle dépend effectivement majoritairement du social, mais pas que déjà. Tous les domaines sont concernés. Par exemple, quelqu'un qui valorise énormément la survie, même si je suis pas très ami avec lui, mais à ses yeux, j'aurai quand même une très bonne image. Ça, c'est l'image en elle-même. En revanche, la gestion de l'image, c'est quelque chose de profondément stratégique. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le verbe gérer. Donc être dans la gestion, c'est faire attention à, c'est être dans le calcul, dans le fait de prévoir. Il y a une intention derrière la gestion. En tout cas, c'est l'inverse d'être naturel et spontané. Ça, c'est le deuxième point fondamental de la stratégie. Le fait que la gestion de l'image, ça fait partie intégrante de la stratégie et c'est différent de notre image. Alors quelqu'un qui fait des moves, ça va bien évidemment aussi avoir un impact sur l'image, de manière positive ou négative, en fonction de la perception des autres candidats. Et justement, comme on l'a dit au début de la vidéo, dans Koh Lanta, à cause du fait que la majorité du casting va être centré en bleu, c'est un jugement qui sera globalement négatif. Et donc les moves vont plutôt avoir tendance à ternir l'image. Donc, il va falloir trouver un moyen d'être stratège, mais sans être reconnu comme étant un stratège. Et c'est là qu'on va avoir la meilleure position au sein du jeu. Ça nous amène au troisième point très important, qui est le fait que le maître mot, finalement, c'est l'adaptation. On entend souvent dire que dans Koh Lanta, le plus important, c'est d'être bon socialement. Mais l'adaptation, c'est encore plus puissant que le social. Dans le fond, c'est le casting qui doit dicter notre conduite à suivre. La stratégie, elle doit être utilisée que si elle augmente les chances de gagner. Ça peut aussi vite se révéler contre-productif si on est dans une saison où le casting ne la valorise pas. Pour s'adapter efficacement, c'est nécessaire d'être lucide et malin. Le tout étant qu'à la fin, on jouit d'une très bonne image pour l'emporter. Souvent, s'adapter, ça va être synonyme d'entre-deux. Il va falloir doser la discrétion à avoir dans la dimension sociale, doser l'utilisation de la stratégie, des moves en fait, et si besoin, ne pas se révéler trop fort sur les épreuves aussi. On peut doser cette capacité-là. On note au passage que si jamais les deux premières adaptations au point de vue social et stratégique sont efficaces, la dernière adaptation que j'ai citée d'un point de vue des épreuves peut se retrouver inutile. On peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Ça peut servir, réussir à s'adapter sur les épreuves en se montrant pas trop fort. Ça peut servir à rendre le boulot de l'adaptation stratégique d'un point de vue social plus facile. On note aussi que, du coup, à cause de tout ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait possible d'être un excellent candidat, mais sans avoir de faculté d'adaptation. Ça veut dire que c'est un candidat qui sera naturellement dans l'entre-deux. Le problème, c'est que ce candidat va être très dépendant de la dimension contexte. C'est un candidat en fait qui sera uniquement excellent dans certains contextes. Et dès que le niveau stratégique de la saison va augmenter, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à suivre. Alors que, à l'inverse, quelqu'un qui est bon socialement par stratégie, il pourra s'en sortir quel que soit le contexte et le casting face auquel il pourra s'adapter.
Donc, je récapitule les 3 points fondamentaux que j'ai cités. Le premier, c'est quand j'ai mentionné la métaphore du bâton ensorcelé. Le fait qu'utiliser la stratégie et faire des moves, ça va plutôt avoir tendance à ternir notre image. Le deuxième point sur lequel j'ai lourdement insisté, c'est le fait que la gestion de l'image, c'est différent de l'image en elle-même. Et le troisième point que j'ai cité, c'est de rappeler que même si l'adaptation est très souvent synonyme d'être bon socialement, c'est pas toujours le cas, et l'adaptation est quelque chose de plus puissant que le social. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 3 points un par un, et on va les illustrer en prenant des exemples concrets de ce qui s'est passé dans l'histoire du jeu. Je commence par la métaphore du bâton ensorcelé ou le piège de la stratégie. Et pour illustrer ce premier point, je vais me centrer sur le destin qu'a connu Mohamed dans la saison Le Choc des Héros. Alors le Choc des Héros, c'est vraiment un exemple parfait de chez parfait, parce que c'était l'une des saisons, pour ne pas dire la saison, où la stratégie était le plus diabolisée. Ça veut dire que c'est une saison où le paradoxe de koh était vraiment très très fort, ça fonctionnait vraiment bien. Puisque vous avez compris qu'en fait le paradoxe existe, puisque le casting est centré en bleu. Plus le casting va avoir une conscience stratégique, c'est-à-dire rentrer dans des valeurs de orange, naturellement le paradoxe va commencer à se dissoudre. Mais en l'occurrence, pour le Choc des Héros, le paradoxe fonctionnait extrêmement bien, et ça permet d'illustrer la métaphore du bâton ensorcelé. Alors, petit rappel des faits. Dans la saison Le Choc des Héros, Mohamed, il arrive le 4e jour de l'aventure dans l'équipe jaune. Quand il arrive dans cette nouvelle équipe, son statut de dernière arrivée dans l'équipe lui fait faire une mauvaise anticipation, et en fait Mohamed s'imagine sur la sellette en cas de conseil. Pour sauver sa peau, il va tenter de s'assurer une majorité de vote au premier conseil venu. Malheureusement pour lui, cette tentative sera mal perçue par le reste de l'équipe et ça sèmera la zizanie plus qu'autre chose finalement. Alors que les autres n'envisageaient pas de voter contre lui malgré son statut de dernière arrivée, finalement, au premier conseil venu, les votes se tourneront majoritairement contre lui. Son principal tort dans l'histoire, ça aura été de troubler la bonne ambiance du camp. C'est vrai que quand on repense à ce qui s'est passé pour Mohamed dans le Choc des Héros, le premier truc auquel on pense, c'est « Ah mais c'est vrai, il n'a pas eu de chance, il est arrivé après tout le monde, le 4e jour. » C'est sûr que ça n'a pas aidé. C'est forcément un gros désavantage. C'est à cause de ça d'ailleurs que Mohamed en fait pense être sur la sellette et que derrière il tente de rattraper le coup en utilisant le bâton ensorcelé qui est la stratégie. S'il n'était pas arrivé le 4e jour, il n'aurait pas eu cette position précaire au sein de l'équipe, ou du moins ce sentiment d'être en position précaire au sein de l'équipe, et ça se serait certainement beaucoup mieux déroulé pour lui derrière. Mais c'est pas la seule chose qui permette d'expliquer l'élimination de Mohamed sur cette saison. On peut pas tout résumer à ça en fait. Et d'une manière générale, dans koh et même dans la vie, c'est quasiment impossible de tout ramener à un seul paramètre, qui plus est un paramètre incontrôlable comme la chance. À part si vraiment vous faites un jeu de chance comme le loto, il y aura toujours des explications, d'autres explications pour expliquer ce qui vous arrive. Et en l'occurrence, ce qu'on peut reprocher à Mohamed, c'est de ne pas avoir compris qu'il n'était pas sur la sellette, du moins qu'il n'allait pas forcément être éliminé en cas de premier conseil. Si on regarde les justificatifs de vote de candidats comme Grégoire ou Freddy, qui ont voté Mohamed, eh bien ils expliquent que c'était pas contre lui qu'ils allaient voter s'il n'avait pas mis une mauvaise ambiance en voulant faire de la stratégie. On peut raisonnablement penser que vu le début de saison d'aventure, le début de saison de Christina qui montrait des signes de découragement, les votes se seraient tournés soit contre Christina, soit aussi contre Linda, qui pouvait être jugée comme la moins physique du groupe. Et cet exemple montre bien que la stratégie, c'est un piège quand on est dans une saison où le casting n'est pas sensibilisé à la stratégie. La solution, ça aurait résidé plutôt dans l'adaptation. D'ailleurs, c'est ce qui est hyper intéressant à faire dans ce cas-là, dans le cas de Mohamed, c'est de faire un parallèle avec l'arrivée de Ty Chris dans l'équipe des Rouges.
Ty Chris, il arrive dans l'équipe des Rouges et finalement c'est un peu le même contexte que Mohamed, puisque même si Mohamed arrive dans une équipe d'anciens, donc théoriquement avec des personnes qui connaissent mieux le jeu et qui devraient avoir une vision stratégique du jeu un peu plus forte, ça n'a pas vraiment été le cas. Et c'est évidemment pareil pour Ty Chris, qui lui arrive dans une équipe de sportifs, d'anciens sportifs de haut niveau, qui eux font leur première participation et sont à fond dans cette idée de mérite sportif, d'autant plus que c'est un peu le thème de la saison, quoi. Ils prennent des anciens sportifs exprès. Taïg, son innocence vis-à-vis de la stratégie lui a été énormément bénéfique. Il n'a pas essayé de faire de la stratégie pour sauver sa place ou quoi que ce soit. Il était énormément content d'être dans le jeu. Taïg, d'ailleurs, c'est un aîné à type 7. Il avait énormément d'enthousiasme dans tout ce qu'il faisait. Ça s'est beaucoup ressenti dans l'équipe. Il était volontaire, il était énergique, il avait un excellent social. Et le reste de l'équipe, comme j'ai dit, n'était pas sensibilisé à la stratégie. Donc finalement, de manière un peu naïve, Taïg, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est adapté et il perd la première immunité. C'est les rouges qui perdent la première immunité. Donc Taïg finalement a eu que 2 jours pour s'intégrer à l'équipe. Et malgré tout, il ne s'est pas fait éliminer. Alors que Mohamed a disposé du coup de 2 jours de plus. Il a eu 4 jours et il s'est fait éliminer. Donc on voit bien en fait dans ce qui s'est passé dans cette saison qu'en préférant la stratégie au social, Mohamed s'est fait éliminer. Voilà qui pour moi est une magnifique illustration de la métaphore du bâton ensorcelé. Mohamed a voulu se sauver, et non seulement il ne s'est pas sauvé, mais ça l'a même carrément éliminé. En fait, pour se sauver, Mohamed n'avait tout simplement rien à faire, juste être comme il est, bien s'intégrer à l'équipe en discutant un peu avec tout le monde, en réussissant à devenir ami avec un peu tout le monde, et il s'en serait sorti naturellement. Maintenant, pour expliquer le deuxième point, celui qui mentionnait le fait que la gestion de l'image c'est différent de l'image en elle-même, j'ai choisi le cas Patrick lors de la saison 9. Il est vraiment hyper intéressant ce candidat parce que Patrick, il avait les 2 casquettes. Il avait à la fois un très bon jeu social. Ceux qui pensent l'inverse, je suis désolé, mais Patrick était quand même quelqu'un de très touchant, très humain. Je sais pas qui vous êtes pour pas aimer Patrick, mais il y a un problème chez vous, je pense. Mais en plus de ça, à côté, il avait la casquette de stratège complètement assumée. Ce qui va très très souvent être le cas des aînés à type 6. Et ces 2 forces, le social et la stratégie, de leur côté, ils ont chacun fait leur boulot. Le social a créé de l'amour et la stratégie a créé du désamour. Patrick, il était tellement stratégique qu'il a même été allé faire jusqu'à preuve d'anti-jeu dans une épreuve d'immunité pour s'assurer la non-victoire de Rodolphe. Il était vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins. Je ne vais pas lancer le débat ici sur ce qui s'est passé dans cette épreuve. Si vous aimez vraiment beaucoup les valeurs du niveau orange, vous pouvez ne pas du tout voir de problème et estimer que y a aucun problème. Patrick, il a fait ce qu'il fallait et personne ne lui dit qu'il n'avait pas le droit de s'allier à Isabelle pour empêcher Rodolphe de gagner l'épreuve. Il voulait absolument éliminer Rodolphe. Il a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de problème. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ceux qui ont un niveau bleu un peu plus fort peuvent se sentir que non, c'est pas fair play, quand même, moralement, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'essayer de gagner. Peu importe, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très mal perçu par les autres. Et d'une manière générale, l'ensemble de sa saison, de son côté stratégique, ça a terni son image, malgré sa bonhomie et sa revendication d'être stratège, qui, sous forme d'affirmation dans cette saison-là, lui a valu quand même de la sympathie. L'exemple de Patrick, il montre bien que c'est tout à fait possible de cumuler le social et la stratégie. Mais il nous montre aussi que c'est l'aspect négatif de la stratégie qui l'a emporté sur le côté positif du social. Car au bout du compte, Patrick, il termine bien 2e. Et en fait, ça nous montre bien que la gestion de l'image, c'est pas du social, mais c'est bien de la stratégie. Notre image, elle dépend majoritairement du social, comme on l'a déjà dit. Or, Patrick, il avait un bon social. Et malgré ça, il avait une mauvaise image, parce qu'il n'était pas dans la gestion de son image. Et c'est ce point-là qui fait perdre Patrick, justement. Parce que, comme on l'a dit, à côté de ça, il était très bon.
il était efficace dans ses moves et il était doté d'un très bon social. Donc c'est vraiment la gestion de l'image qui a pêché chez Patrick. Le moment où ça s'est le plus vu, on l'a dit, c'est quand il s'est opposé ouvertement à Rodolphe. À ce moment-là, on préfère le court terme en s'assurant absolument la défaite de Rodolphe à l'épreuve d'immunité pour pouvoir l'éliminer, plutôt que le long terme en faisant attention à son image. Et cet exemple, il montre bien que ce qui est réellement incompatible, c'est pas le social et la stratégie, mais c'est bien les deux sous-catégories qui sont à l'intérieur de la stratégie, les moves et la gestion de l'image. À partir du moment où on fait des moves, on détériore son image si on est dans un casting centré en bleu. C'est ça en fait, le paradoxe de Koh Lanta. Maintenant, pour illustrer le troisième cas, qui était le fait que l'adaptation est quelque chose de plus puissant que le social, je vais prendre le cas Abdella, qui était un candidat de la saison 10 à Koh Lanta Vietnam. La saison 10, elle marque un peu la revanche de la stratégie sur le social. Abdella, il a été victime d'une alliance qui était générée par Claude à l'époque. Il s'était fait éliminer au début de réunification parce que l'argument en fait de Claude, c'était qu'Abdella s'entendait trop bien avec tout le monde. Ce qui a permis à Claude de réussir ce coup stratégique, c'est que le casting de la saison 10, elle n'était pas dans le rejet de la stratégie, comme c'était le cas dans les anciennes saisons, comme dans la saison Le Choc des Héros dont on a parlé tout à l'heure par exemple. Des personnes comme Philippe, Coulet, Véronique étaient d'accord avec la méthode de Claude. Alors bien évidemment, le premier point reste valable. En utilisant la stratégie, en utilisant le bâton ensorcelé qu'est la stratégie, Claude, il aura le revers de la médaille petit à petit dans l'aventure, en se faisant détester par ses victimes, qui donc voteront à la fin, puisqu'ils sont dans le jury final. En résumé, Abdella, il a subi la volonté et la capacité de Claude à influencer le vote des autres. Si on se concentre pourtant uniquement sur son jeu, on a l'impression qu'il est très bon, puisqu'il est bon socialement et qu'il s'entend bien avec tout le monde. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que non, ce qu'il faut, dès que le niveau stratégique de la saison va commencer à s'élever, ça suffit pas d'être bon socialement, il faut surtout être bon dans son adaptation. Donc ce qu'on peut reprocher à Abdalla, c'est deux choses, un manque d'adaptation et le fait d'avoir été trop bon socialement. Le manque d'adaptation, il s'est vu dans le fait qu'Abdalla ne s'est pas rendu compte plus tôt que les autres joueurs étaient stratégiques. Il aurait pu assurer ses arrières en rentrant dans une alliance, tout en laissant les clés du camion à quelqu'un d'autre, comme l'a très bien fait Philippe dans cette saison. Comme le niveau stratégique de cette saison était plus élevé qu'à l'accoutumée, naturellement, le manque de stratégie, ça a été quelque chose de rédhibitoire pour Abdalla. Ensuite, le fait d'avoir été trop bon socialement, ça revient à dire que finalement, même dans ce compartiment du jeu-là, le social, le fait d'être dans l'entre-deux, c'est vraiment la meilleure place. Pour cela, ce qui est très important, c'est la discrétion. C'est vraiment un atout considérable. Ça permet de tisser un bon social avec les autres candidats, mais sans non plus se rendre trop visible. Cette façon de jouer là, en l'occurrence dans la saison 10, pour ceux qui s'en souviennent, elle était pour moi représentée par Valentin. Voilà pour l'illustration des 3 points. On a vu le cas Mohamed dans le Choc des Héros pour illustrer le fait que la stratégie peut être un piège. On a vu le cas Patrick dans la saison 9 pour illustrer que la stratégie et le social ne sont pas incompatibles et que ça prouve bien que la gestion de l'image est inhérente à la stratégie. Et on a vu le cas Abdella dans la saison 10 pour rappeler que dans certaines situations où le niveau stratégique est plus élevé, ça suffit pas d'être bon socialement, il faut aussi être bon stratégiquement, et être bon stratégiquement, c'est synonyme de réussir à s'adapter. Maintenant qu'on a compris ce qu'était le paradoxe de Koh Lanta, et on visualise à quoi ressemblerait un bon stratège dans le jeu, on va se demander comment ça se fait qu'il y a un paradoxe à la base du jeu. Pourquoi il y en a un? Alors, on a déjà dit les explications psychologiques au tout début de la vidéo, en mentionnant notamment la spirale dynamique. On va aborder ici les choses d'un point de vue plus technique. Et ce que je vais citer maintenant, ça devrait beaucoup intéresser tous les fans de stratégie en général. Moi en tout cas, en tant que joueur de poker, cette histoire de paradoxe, ça m'a beaucoup fait penser à la théorie des jeux, et à ses limites. La théorie des jeux,
C'est une théorie qui nous permet de décrire la façon de jouer la plus parfaite, la façon de jouer optimale. Ça permet en fait de résoudre le jeu. Ça décrit donc une première façon de jouer. Le truc, c'est que dans koh c'est des monsieur et madame tout le monde qui participent. Des personnes comme moi qui peuvent m'inscrire au casting et être retenues à la télévision. C'est différent de si on regarde par exemple un sport à la télé, où là ce sont des athlètes de haut niveau qu'on voit en train de jouer. Ça change tout, parce que le fait que ce soit des monsieur et madame tout le monde, ça va créer en fait une diversité dans la conscience stratégique du jeu. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas tous le même niveau de compréhension du jeu. Et c'est ce décalage-là qui existe entre la compréhension du jeu des différents candidats qui va créer une deuxième façon de jouer, en plus de la façon optimale décrite par la théorie des jeux. Pour que ce soit un petit peu plus clair, on prend tout de suite un petit exemple. Alors j'ai pris un jeu que tout le monde connaît et qui est très simple à comprendre. Pierre-feuille-ciseaux. Imaginez qu'on joue à pierre-feuille-ciseaux. Alors déjà la première chose qu'on va essayer de savoir, c'est quel est le jeu optimal, quel est le jeu parfait. Pour ça, je vais m'appuyer sur une étude qui a été menée par l'université de Waterloo au Canada. En fait, ils se sont rendus compte que de manière totalement inconsciente, quand on jouait à pierre-feuille-ciseaux, on avait des influences et on n'arrivait pas à choisir totalement au hasard ce qu'on va jouer. À chaque fois, on est influencé par ce qu'a joué notre adversaire au tour d'avant. Par exemple, si vous avez joué la pierre, au tour d'après, inconsciemment je vais le retenir et je vais avoir plus de chances de jouer la feuille. Ils ont fait plusieurs expériences dans cette université. Déjà, ils ont fait une expérience classique où ils ont fait jouer deux joueurs, imaginons le joueur A et le joueur B, qui ont fait plusieurs milliers de parties. Donc ils se sont bien éclatés au Canada, ils ont joué à pierre-feuille-ciseaux toute l'après-midi et ils se sont rendus compte qu'il y a eu 50% de réussite de chaque côté. Rien de plus normal, pierre-feuille-ciseaux ça reste un jeu de chance. Ensuite, ils ont fait une deuxième expérience dans laquelle ils ont bandé les yeux du joueur A. Le fait de bander les yeux du joueur A faisait qu'il ne voyait plus ce que le joueur B jouait. C'est-à-dire qu'en faisant ça, le joueur A n'avait strictement aucune information sur s'il gagnait ou il perdait. Donc à chaque fois, il ne savait pas ce que jouait son adversaire. Ça permettait de casser toutes les influences inconscientes qu'il pouvait subir. Ça l'obligeait à choisir de manière totalement aléatoire ce qu'il allait jouer. On appelle ça randomiser sa façon de jouer. Et là, c'est magique, le taux de réussite du joueur A est monté à 60%. C'est significatif comme écart sur un jeu de chance d'avoir 60% de chance de gagner, c'est énorme. Donc, ok, maintenant on sait théoriquement que la stratégie optimale, c'est de randomiser sa façon de jouer. On garde ça dans un coin de notre tête. Maintenant, imaginez une autre situation. Moi, je suis le joueur A et je joue contre un imbécile qui fait tout le temps ciseaux. Eh bien, dans cette situation-là, au lieu d'appliquer bêtement le jeu optimal en randomisant ma façon de jouer, donc en fermant les yeux, est-ce que ce serait pas plus intelligent de faire tout le temps pierre? Si, c'est logique. Si je fais tout le temps pierre, je vais gagner 100% du temps. Comprenez bien ici que cette deuxième façon de jouer, je me permets de la faire parce qu'il y a un énorme écart de niveau entre sa compréhension du jeu, qui est presque inexistante, et la mienne, qui est très bonne, voire même parfaite, puisque je connais même la façon optimale de jouer. Je sais qu'il faut jouer les yeux fermés. Mais ici, je vais m'adapter à lui et ça va me permettre de plus gagner. Cet exemple, il m'a permis de vous montrer le premier ingrédient qui permet d'expliquer pourquoi il y a un paradoxe à la base de koh. C'est le fait que ça mélange des joueurs qui ont un niveau de compréhension du jeu complètement différent. Il y a aussi une deuxième chose, en plus de ça, qui est extrêmement importante et qui permet d'expliquer le paradoxe, c'est que l'adaptation, elle nécessite de connaître son image perçue. Et en ce sens-là, koh est un jeu qui ressemble beaucoup, mais alors beaucoup plus, au poker qu'aux échecs. D'ailleurs, c'est assez significatif
je fais une petite parenthèse ici, mais c'est assez significatif que à chaque fois, on va dire presque à chaque fois, qu'ils nous présentent des candidats stratégiques dans leur portrait, ce sont des personnes qui jouent aux échecs. Et ça, c'est assez révélateur alors peut-être qu'ils ne le font pas exprès, hein, mais c'est assez révélateur, ça permet en fait d'entretenir le paradoxe de koh Parce qu'en fait, c'est un mauvais chemin, puisque les échecs, c'est un jeu stratégique, mais si vous voulez, il y a stratégie et stratégie. C'est un jeu dans lequel l'image perçue n'a aucun impact. Donc c'est un jeu qui finalement n'a rien à voir avec koh. Bref, bon, je referme ma petite parenthèse. Pour expliquer ce deuxième point, je vais faire justement un petit crochet avec le poker et je reviens vite à koh derrière. Ceux qui savent jouer au poker savent qu'on décrit deux manières de jouer. Il y a ce qu'on va appeler le jeu optimal, des fois on appelle ça le jeu GTO, et une deuxième façon de jouer qui s'appelle le jeu exploitant. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on joue optimal, on applique la meilleure façon de jouer dans l'absolu, de manière purement théorique. En fait, on va appliquer ce que nous dit la théorie des jeux. Et quand on joue le jeu exploitant, on va s'adapter à l'autre pour exploiter ses erreurs. En fait, on va faire exprès de mal jouer parce que dans cette situation précise, on a compris que ça devenait pour nous la façon de jouer la plus rentable. Si je reprends mon exemple du pierre-feuille-ciseaux, le jeu optimal, c'était le fait de jouer de manière totalement aléatoire. Et le jeu exploitant, c'était le fait de faire tout le temps la pierre. Et finalement, au poker, on décrit un bon joueur comme étant quelqu'un qui connaît la théorie, qui connaît le GTO, le jeu optimal, mais qui va jouer exploitant pour maximiser le plus possible ses gains. Bon, pour en revenir à koh. Comment ne pas penser, quand on voit ça, à tout ce qu'on a expliqué en début de vidéo et aux deux sous-catégories qui existent dans la stratégie? Le jeu optimal, pour le faire, il faut être bon techniquement. La technique dans koh, c'est la capacité à faire des moves. Le jeu exploitant, c'est le fait de s'adapter. L'adaptation dans koh, c'est la capacité à gérer son image. Ça veut dire que quelqu'un de bon techniquement, il sera performant dans la mise en place de moves. Mais un candidat gagnerait à jouer exploitant pour avoir plus de chances de remporter la victoire finale. Puisque finalement, dans les deux sous-catégories de la stratégie, il y a un déséquilibre. La gestion de l'image est quelque chose de beaucoup plus important que la capacité à faire des moves. La gestion de l'image va nous permettre à la fin de gagner la finale, quand on est dans les deux derniers. Et ce qui fait qu'on pense souvent aux moves lorsque l'on a cherché à nommer les meilleurs stratèges du jeu, eh bien c'est parce que les moves, c'est une manière plus voyante de jouer, plus risquée et plus difficile aussi à réussir techniquement. C'est de la technique. Donc c'est ça en fait qui fait que c'est plus aimé des téléspectateurs qui sont fans de la stratégie. Si on veut citer des exemples de stratèges qui sont très bons dans le jeu optimal, dans la capacité à faire des moves, à ce moment-là, on va citer Nicolas, saison 2, ou Patrick, saison 9. Mais à l'inverse, comme j'ai dit, on peut très bien avoir un candidat doué dans l'adaptation, mais peu performant dans l'aspect technique du jeu. Des candidats qui comprennent la situation, mais qui dans le fond sont pas capables de réaliser et de réussir des moves. Dans ce cas de figure-là, je penserai à des candidats comme Clémence de la saison 5 ou Hugo de la saison 12, qui avaient une bonne connaissance du jeu, ils étaient loin d'être stupides, simplement ils reconnaissaient humblement qu'ils étaient incapables de faire des moves. Ça leur a pas été très fatal puisque comme j'ai dit, la gestion de l'image est quelque chose de plus important que la capacité à faire des moves. Enfin, on peut citer des candidats qui sont capables de concilier les deux, qui sont en fait dans le fond les meilleurs stratèges du jeu, les meilleurs candidats du jeu. Quelqu'un qui est capable de produire un jeu optimal, mais qui préférera utiliser le jeu exploitant. Et là, on peut penser à des candidats comme Philippe de la saison 10 ou Gabriel de la saison 15, qui sont pour moi les deux candidats qui ont le plus verbalisé le paradoxe de koh dans le jeu. Alors, ils l'ont dit avec leurs propres mots, bien sûr, de manière pas aussi détaillée que ce qu'on est en train de faire là, mais c'est normal, vu la situation, ils essayaient juste de répondre rapidement à des questions de Denis.
Mais dans leur réponse, on a quand même compris qu'ils essayent en fait de résoudre le paradoxe de koh en étant stratège, mais en essayant de ne pas vraiment le montrer. Pour terminer la vidéo et récompenser les irréductibles qui n'ont pas quitté la vidéo en cours de route, on va faire un jeu de la théorie des jeux, qui s'appelle le jeu du concours de beauté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le jeu. Je vous donne l'énoncé du jeu tel quel, je vais vous le lire. Ensuite, je vais vous montrer une simulation du jeu. Et ce que je vous conseille, c'est de votre côté de jouer également. Alors, vous ne pouvez pas jouer tout seul, mais ce que vous pouvez faire, c'est choisir un nombre de votre côté et vous ajoutez à la simulation que je vais faire. Moi, je vais faire une simulation où on va être 4 joueurs et vous tout simplement, vous imaginez que vous jouez avec nous. Alors, on va lire l'énoncé. Le jeu du concours de beauté. Vous jouez avec plusieurs personnes ne pouvant pas communiquer. Chaque joueur doit choisir un nombre entre 0 et 100. Le vainqueur du jeu est celui dont le nombre est le plus proche de la moitié de la moyenne de tous les nombres choisis. Le vainqueur recevra 10 €. En cas d'égalité, le prix est partagé équitablement entre les ex-aequo. Quel nombre choisissez-vous? Je précise que vous pouvez choisir 0 et 100. 0 et 100 sont des nombres inclus. Je vous laisse tranquillement relire l'énoncé. Ce que je vous conseille de faire, c'est carrément d'arrêter la vidéo, de vous concentrer pour bien comprendre et choisir votre nombre. Ensuite, vous relancez la vidéo et je lancerai ma simulation. Voilà, je pense que vous avez choisi. Alors, ce jeu-là déjà, c'est un exemple parfait de chez Parfait pour illustrer koh Lanta. Ce jeu, concrètement, c'est koh Lanta. En fait, quand vous jouez à ce jeu, vous faites koh Lanta. Mais c'est un koh Lanta où on aurait isolé uniquement la dimension stratégique. On enlève tout le reste. On enlève le social, on enlève la survie, on enlève les épreuves, on enlève la chance, on enlève tout. On garde que la stratégie. Vous voyez peut-être pas la ressemblance. Vous vous dites, mais non, moi quand je pense à la stratégie dans koh Lanta, ça va être les moves, par exemple, ça va être faire un blindside. Sauf que quand on garde uniquement la partie stratégique, on va aussi couper court à toutes les liaisons qui existent entre les catégories du jeu. En fait, pour faire un blindside par exemple, il va falloir aller voir machin et machin pour leur dire de voter bidule. Donc, quand on fait ça, on va utiliser son social. Il faut aussi que la personne qu'on a envie d'éliminer ne gagne pas le totem. Donc ça peut toujours aider d'être bon sur les épreuves. Ou encore, pour être sûr que votre blindside va marcher, il faut éviter de recevoir des votes contre vous. Et pour éviter que machin vote contre vous, vous allez aller pêcher toute la journée pour améliorer votre image. Enfin voilà, j'essaye de donner des exemples de liaison entre les catégories. Et quand on enlève tout ça, il reste uniquement ce qui est inhérent à la stratégie, ce qui est en fait le squelette du jeu, ce qui est à la base du jeu. Et le squelette du jeu, c'est le paradoxe de koh Lanta. Et le jeu que je vous propose là, le jeu du concours de beauté, c'est un jeu qui subit le même paradoxe que koh Lanta, parce qu'il dispose des deux mêmes ingrédients que koh Lanta. Vous allez voir dans la simulation que j'ai fait, ça va mélanger des joueurs avec des niveaux de compréhension du jeu complètement différents. Et en plus de ça, c'est un jeu qui nécessite d'anticiper ce que les autres pensent de moi. Ça va nous obliger à évaluer le niveau de compréhension du jeu de mes adversaires. Allez, on est parti. Donc, dans ma simulation, on va être 4 joueurs. Je joue avec 3 amis. Aïcha, Jasmine, Eddy et donc moi-même. Moi, je vais décider de choisir le nombre 22. Tout le monde choisit son nombre dans son coin et pour que personne influence personne, on les dit tous en même temps. Hop, ça donne ça. On a Aïcha qui a choisi 34, on a Jasmine qui a choisi 57, Eddy qui a pris 29 et moi-même qui ai pris 22. Alors, sachez déjà que la majorité des gens, quand ils jouent à ce jeu pour la première fois, ils vont choisir un nombre entre 25
et 35. Maintenant, on va faire les calculs pour savoir qui a gagné. Quand je fais la moyenne, ça fait 35,5. Et donc la moitié, ça fait 17,75. Comme j'avais choisi 22, c'est moi le plus proche et c'est moi qui ai gagné. Alors vous, bien évidemment, comme vous êtes 5 joueurs, n'oubliez pas, au moment de faire la moyenne, de diviser par 5 et pas par 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander, un peu comme on l'avait fait pour le jeu du pierre-feuille-ciseaux, quelle est la meilleure réponse possible dans ce jeu? Qu'est-ce que nous dit en fait la théorie des jeux? Eh bien, la théorie des jeux nous dit que la réponse optimale, c'est 0. Il y a deux manières de s'en convaincre. La première, c'est une déduction logique. Déjà dans l'énoncé, on comprend que le nombre maximal qu'on peut choisir, c'est 100. Donc, si tout le monde prend 100, la moyenne, c'est 100, et la moitié, c'est 50. Le nombre duquel on devra être le plus proche pour gagner sera au maximum 50. Alors déjà, quand on a dit ça, on voit que donner une réponse au-dessus de 50, c'est débile. Ça veut dire qu'on n'a même pas anticipé les calculs que nous proposait l'énoncé. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut continuer le raisonnement. Si tout le monde a compris ça, au maximum, tout le monde va choisir 50. Et si tout le monde prend 50, la moyenne, c'est 50. Et la moitié, c'est 25. Donc, choisir un nombre entre 25 et 50, ça devient débile aussi. Et ce phénomène-là, on peut le répéter à chaque fois. Et on va diviser par 2 à chaque fois pour se rapprocher de la meilleure réponse d'un point de vue théorique, qui est 0. Il y a aussi une deuxième méthode pour se convaincre que la meilleure réponse c'est 0, c'est tout simplement de rejouer au jeu. Et c'est ce qu'on va faire là. Quand on rejoue une deuxième partie, on a une référence, puisque on a tous vu que dans la première partie, le chiffre duquel il fallait être le plus proche pour gagner, c'est 17,75. On va se baser là-dessus pour donner la réponse qu'on va donner à la deuxième partie. Et naturellement, ce qui va se passer quand on va rejouer, c'est que tous les nombres choisis vont diminuer. Et quand on va encore rejouer, tous les nombres choisis vont encore diminuer. Et ça va être ce même phénomène à chaque partie. Et comme c'est un jeu qui est pas très compliqué, au bout de quelques parties, vous voyez dans mon exemple, au bout de 4 parties, on est déjà extrêmement proche de 0. C'est-à-dire que tout le monde comprend. Là, si je fais une 5e partie, on peut supposer que tout le monde répondra 0. Ça veut dire que au bout de 5 parties, tout le monde a compris le jeu. Tout le monde a compris que la meilleure réponse du jeu, c'était 0. Voilà pour la réponse théorique. C'est 0. Maintenant, imaginez que je reprenne la première partie, à l'époque où mes amis ne connaissaient pas le jeu. Souvenez-vous, Aïcha avait choisi 34, Jasmine avait choisi 57, Eddy avait choisi 29, et moi-même, j'avais pris 22. Imaginez que dans cette situation-là, moi je me dise « Ah ben non, moi ce jeu-là je le connais, je sais que la meilleure réponse possible c'est 0, et ben moi, au lieu de répondre 22, je réponds 0. » On va faire les calculs, la moyenne ça fait 30, et la moitié c'est 15. Et j'ai perdu. En répondant la meilleure réponse possible, j'ai perdu. Et ça prouve bien que c'est vraiment nécessaire de s'adapter pour l'emporter, de rentrer dans le jeu exploitant et sortir du jeu optimal. Parce que notre victoire dans ce jeu-là, elle dépend du niveau de raisonnement de mes adversaires. C'est en fonction de mes observations que je vais pouvoir m'adapter et augmenter mes chances de gagner. Pour gagner concrètement, je suis obligé de savoir quel est le niveau de compréhension du jeu de mes adversaires. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez savoir si votre ami aurait une bonne conscience stratégique dans Koh Lanta. Vous lui faites jouer à ce jeu et vous regardez attentivement la réponse qu'il donne à la première partie. Allez, pour finir la vidéo, je fais une petite comparaison entre le jeu du concours de beauté qu'on vient de faire et Koh Lanta. Imaginons quelqu'un qui, dans notre jeu du concours de beauté, réponde 0, comme je viens de le faire dans la dernière illustration que je viens de vous montrer. Dans Koh Lanta, on aurait quelqu'un qui se fait éliminer parce qu'il est considéré comme beaucoup trop stratège. Il a fait de l'overplay, comme on dit. Il n'a pas pu s'empêcher de faire des moves un peu dans tous les sens.
Et au moment de partir, c'est un candidat qui va reprocher aux autres de n'avoir rien compris au jeu et que koh c'est un jeu stratégique. Imaginons maintenant quelqu'un qui dans notre jeu va répondre 28 en connaissant le jeu. C'est-à-dire je sais que la réponse théorique c'est 0, mais je sais aussi que mes adversaires ne le savent pas et donc je réponds 28, par adaptation donc. Ce candidat-là dans koh ce serait quelqu'un de totalement lucide sur les alliances, sur les manigances, mais qui va décider de ne pas en faire parce qu'il anticipe le retour de bâton. Il va avoir une bonne image, mais par stratégie. Un troisième cas de figure, ce serait un joueur qui répondrait 28, mais pas pour les mêmes raisons. Quelqu'un qui répondrait 28, mais sans connaître le jeu, sans avoir compris totalement la profondeur du jeu et le fait que la réponse optimale, c'est 0. Donc quelqu'un qui répondrait 28 instinctivement en fait. Ce candidat-là dans koh ce serait un candidat qui aurait une compréhension du jeu qu'on pourrait qualifier de bonne, de moyenne supérieure. Ça suffit pour avoir de bonnes chances de victoire, car le niveau moyen va être proche du sien, mais quand même légèrement en dessous. En fait, il est naturellement bon. Quelqu'un qui va avoir une bonne image par naïveté. Je vous prends un dernier cas de figure. Imaginez quelqu'un qui réponde à notre jeu 55 et qui pense gagner avec. Donc là, la compréhension du jeu, elle est clairement très mauvaise. Et dans koh ça ressemblerait à quelqu'un qui ne saurait même pas à quoi ressemble l'attitude qu'il faudrait avoir pour maximiser ses chances de gagner. Quelqu'un qui comprend même pas en fait qu'il est dans un jeu stratégique. Et c'est pour ça que souvent ces personnes-là sont des personnes carrément anti-stratégiques. Je vous ai mis en rouge les deux candidats qui vont être des candidats mauvais au sein du jeu. Pour des raisons complètement différentes. Il y en a un, c'est parce qu'il refuse de s'adapter. Et il y en a un autre, c'est parce qu'il comprend même pas comment il faut faire pour s'adapter. Évidemment, quelqu'un qui répond 0, c'est un mauvais candidat, on va dire, qui est un peu mieux que celui qui répond 55, puisque quitte à être pas bon, autant être pas bon parce qu'on s'en fiche que parce qu'on n'a vraiment rien compris. Ensuite, je vous ai mis en vert et en bleu les meilleurs candidats du jeu. Celui qui est en bleu, ça va être un très bon candidat, mais qui va être dépendant du contexte. Et en vert, je vous ai mis les meilleurs candidats du jeu, c'est-à-dire les candidats qui vont réussir à s'adapter si le niveau stratégique du jeu va augmenter, puisqu'ils connaissent le jeu optimal, ils sont capables de faire des moves, de s'en sortir quand même, mais si le jeu n'est pas stratégique, ils vont comprendre qu'il ne faut pas faire de stratégie et ils vont s'adapter tranquillement pour essayer d'avoir une bonne image. Merci à tous les courageux qui sont venus au bout de cette interminable vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré la longueur et je vous promets que la prochaine fois, je m'adapterai à vous pour vous proposer des vidéos plus courtes. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce que je dis vous a plu. Je suis totalement ouvert au débat, tant que c'est argumenté, tous les points de vue sont recevables. Alors, je me doute que ce que j'ai raconté dans cette vidéo, vous l'aviez tous plus ou moins compris. Simplement, on se le dit tous avec nos propres mots. Et je trouvais que c'était une bonne idée de le verbaliser, de le synthétiser sous forme de vidéo pour qu'on puisse avoir un socle commun pour se comprendre au moment d'en parler. Alors, on pourrait en parler encore longtemps en fait, hein, mais j'ai décidé d'arrêter la vidéo là. Je continuerai à en parler, je vais faire d'autres vidéos de la même nature, notamment une vidéo qui sera consacrée aux ambassadeurs, qui est pour moi une épreuve qui symbolise à elle toute seule le paradoxe de koh. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à vous. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et j'espère vous retrouver très bientôt pour mes prochaines vidéos. Matane!